Bien, merci beaucoup. Donc, on va commencer cet événement que je suis ravie d'organiser à la SBA avec Beam4Value et Jérôme Maillet. Je voudrais vraiment remercier pour l'accueil Léonard et Achim de nous avoir permis d'être reçus dans ce très bel espace. Donc voilà, merci beaucoup. Pour commencer, je voudrais vous dire que la SBA est pleinement investie sur tous les sujets de jumeaux numériques. On a une commission extrêmement dynamique avec Jérôme qui la préside et qui travaille de façon intense, mais il vous en parlera très vite. Moi, je ne vais pas être très longue. Vous êtes pour la plupart adhérents de la SBA, mais si vous ne l'êtes pas, c'est une erreur. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour participer à la SBA. On a beaucoup d'événements et de travaux en préparation surtout, et le BIM est au cœur de nos travaux, le BIM exploitation en particulier. Donc, on fait beaucoup, on a beaucoup de réflexions autour de ça. On va lancer des travaux aussi autour des sujets de commissioning, recommissioning, qui, à mon sens, vont être liés au sujet du BIM. Donc, l'année 2025 va être très chargée en événements et en groupes de travail. Donc, une belle dynamique au sein de la SBA, mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps et je vais laisser la parole à Jérôme. En tout cas, merci à tous et merci aux participants aussi qui ont bien voulu se prêter au jeu de cette table ronde pendant 1 heure. Je pense que vous allez être très intéressés. On va parler du site de Léonard. Ça va être assez surprenant. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu les présentations. C'est assez surprenant et c'est intéressant. Mais pas que. Mais Jérôme, je te laisse la parole. Merci Muriel, bonjour à tous. Donc un événement qui est dédié au sujet de création de valeur avec le jumeau numérique. Donc là, je suis ici aujourd'hui en tant que président de Beam4Value. Donc Beam4Value, c'est une démarche qui a été lancée par plusieurs associations professionnelles et qui est regroupée, hébergée chez SBA. Donc moi, je suis le président du bureau, donc qui est l'instance de gouvernance de Beam4Value. Donc Beam4Value, toute l'idée, c'est de créer de la valeur avec le BIM. Donc, ces dernières années, on a développé un certain nombre de scénarios. Donc, c'est des façons de créer la valeur avec la maquette numérique de différentes façons. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est un des scénarios qui a été développé dans le cadre de Beam4Value. Et c'est peut-être le plus intéressant, celui qui est le plus en pointe. Donc, on avait également processer, expliquer la valeur et dit comment on pourrait faire de la valeur d'usage plus traditionnel. Là, on est sur un usage qui est en pointe, qui est celui qui est peut-être le plus porteur de valeur, qui est le jumeau numérique en exploitation. Voilà, donc la présentation d'Hichem qui va suivre, c'est vraiment la synthèse, la présentation des travaux qui ont été faits dans le cadre de Beam4Value avec des contributions des différentes organisations professionnelles et beaucoup de parties prenantes. Donc on n'est pas seulement, on a des maîtres d'ouvrage, on a également des gens qui vont faire. Voilà, donc c'est un peu l'originalité de Beam4Value, c'est qu'on est transverse avec des donneurs d'ordre et aussi des différents acteurs de la chaîne, donc plutôt des organisations professionnelles. On essaie d'avoir des acteurs qui consolident la position de secteurs entiers de notre métier. Voilà, donc les intervenants, peut-être sur la diapo d'après. Ah, c'est moi qui ai la télécommande, pardon. Alors allons-y, bouton vert. Donc Muriel et moi, vous nous avez identifiés. Donc on va avoir Hichem, donc qui est de Setec Bâtiment. Il manque le logo. Donc il va donc vous présenter cette démarche des travaux. Donc ça c'est l'essentiel du contenu de la présentation. Et ensuite donc on a le plaisir aussi d'avoir une intervention de Karim, donc qui est Arsenio, donc qui a permis aussi de nous héberger ici puisque sa société est hébergée dans les locaux de Léonard, et il va nous présenter, comme Muriel l'a dit, un exemple de jumeau numérique qui est sur ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est particulièrement pertinent par rapport à ce magnifique lieu. Et nous avons également le plaisir d'acquérir Éric Bouvier, donc, qui est le secrétaire général de l'AICN, qui va donner son point de vue. Donc l'AICN qu'il présentera, donc le thème est plus large, hein, c'est l'ensemble de la convergence numérique sur le bâtiment et donc dans l'immobilier, et il va nous donner son point de vue sur ce même sujet. Voilà, bah écoutez, sans plus de préambule, je vais laisser la parole à Hichem, donc qui a une présentation assez substantielle. Voilà, donc je ne sais pas si on va prendre des questions au fur et à mesure, mais en tous les cas, l'idée c'est d'avoir un dialogue, hein, et notamment, voilà, on souhaite une séance vraiment très interactive. Merci.
Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc Hichem Abidat, ingénieur data et smart building au sein de CETEC Bâtiment, et je suis ravi d'être avec vous ce matin pour, en fait, en tant que représentant et de porte-parole du groupe de travail BIM for Value pour le jumeau numérique, pour vous faire un retour sur l'état de nos réflexions un petit peu sur le sujet. Donc en fait, la démarche globalement a été ou avait pour vocation de proposer un outil ou un groupe d'outils pour les propriétaires et les gestionnaires d'actifs immobiliers pour les aider à répondre à un certain nombre d'enjeux en lien avec la gestion immobilière. Et donc l'idée, c'était de leur permettre de valoriser les données de leurs actifs afin de mieux les valoriser, d'en améliorer la performance, de répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont en lien avec la performance, la sécurité et le confort des usagers. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était de proposer un certain nombre d'outils, comme je le disais, avec une explication de la valeur ajoutée de cette approche en lien avec le jumeau numérique, et puis derrière, des missions à répartir entre les différents intervenants sur un projet de construction et d'exploitation, donc tout au long du cycle de vie du bâtiment. Et puis derrière, en fait, tout ça se décline concrètement avec une méthodologie pas à pas pour expliquer un petit peu les différents modes de preuve et une approche vraiment concrète avec des outils et puis des exigences, des modes de preuve et des points de contrôle tout au long de la démarche. Alors, un point qui était intéressant, en fait, au tout démarrage, au début, qui était assez intéressant lors du groupe de travail, c'est un constat qu'on avait fait. C'était de se rendre compte au début des échanges qu'on avait autant de définitions autour de la table du jumeau numérique que d'acteurs présents. Et donc, il nous semblait quand même intéressant de vous faire un retour sur ce qui en est ressorti. Alors, même si on va dire que le but des échanges que l'on a pu avoir et du groupe de travail n'était pas de redéfinir ce qu'était un jumeau numérique, parce que globalement, il y a déjà eu un certain nombre de travaux qui sont super intéressants, à la fois, comme vous le voyez, par Syntec Ingénierie ou par un livre blanc sur le BIS et le BOSS qui a été fait par la SBA. Et donc, en fait, qui globalement sont des définitions qui peuvent converger un petit peu sur certains aspects, mais qui ont comme fond, en fait, une représentation digitale d'un actif immobilier. Cette représentation digitale, elle peut avoir un certain nombre d'aspects, donc des données globalement qui peuvent venir de sources complètement différentes et hétérogènes, avec idéalement un référentiel commun qui vient ancrer l'intégralité de ces éléments-là autour de, en fait, de quelque chose, d'une colonne vertébrale qui va être, en fait, qui va driver l'intégralité des intégrations dans le bâtiment. En fait, ces données-là, globalement, peuvent être à la fois statiques ou dynamiques. On parle souvent de données chaudes et de données froides. Globalement, la différence, c'est qu'en fait, il y a un foisonnement de ces données-là qui peut varier en fonction des besoins que l'on va avoir. Donc, on peut imaginer les données de la maquette numérique qui vont être le référentiel de base, donc qui vont régir l'intégralité des échanges, qui vont globalement avoir un foisonnement assez faible et donc un rafraîchissement et une mise à jour qui va être un peu lente dans le temps, versus des informations qui peuvent remonter de systèmes tiers comme des GMAO, des GTB et j'en passe, des outils ascenseurs, etc., qui, eux, peuvent globalement évoluer de façon beaucoup plus importante. Donc voilà, en fait, globalement, sur la définition du smart building, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un référentiel qui est censé unifier toutes les informations entrantes sur un actif immobilier et en fait, qui peuvent être enrichies en fonction du besoin par des données qui vont évoluer plus ou moins rapidement. Donc voilà. Selon les différentes définitions, après, effectivement, en fonction du besoin, en fonction du niveau de maturité, on va avoir en fait différents niveaux de jumeaux numériques en fonction de la quantité d'informations et de la complexité du système d'information auquel on a affaire. Donc l'idée étant, globalement, plus je développe d'usage, plus je vais devoir intégrer de nouvelles informations et de les enrichir un petit peu à travers le temps.
Donc, comme l'évoquait Jérôme au départ, l'approche BIM for Value est une approche qui est orientée valeur. Donc, en fait, c'était très important pour nous de d'abord identifier au démarrage de l'approche quels étaient les bénéfices qu'on voulait cibler et atteindre. On le disait également en définition et en préambule, c'est une approche globalement qui se veut évolutive et donc d'une certaine manière inclusive. L'idée étant de permettre en fait à l'intégralité des acteurs, qu'ils soient gestionnaires ou propriétaires d'actifs immobiliers, de s'intégrer dans cette démarche, peu importe en fait leur niveau de maturité digitale. L'idée étant en fait d'avoir une approche un peu itérative et d'amélioration continue, donc en fait de viser les usages les plus simples, on va dire, à mettre en place et dont le retour sur investissement est le plus important. Et puis, de façon itérative, monter en puissance et en complexité des usages mis en place. Le premier parmi ces bénéfices attendus, c'est en fait, bien entendu, la maîtrise des consommations énergétiques qui peut être un levier, donc pour lequel le smart building peut être un super levier pour mesurer l'atteinte des objectifs voilà, et des attentes environnementales, qu'elles soient réglementaires ou pas, donc réglementaires quand on parle de décrets BACS, de décrets tertiaires, etc., ou alors non réglementaires qui vont être en lien avec les certifications et les labels environnementaux. Alors bien entendu, on peut avoir des retours, souvent c'est de dire on n'a pas attendu le BIM et le jumeau numérique pour faire ce genre d'usage. Là, en fait, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est plus la valeur ajoutée ou en fait comment le jumeau numérique peut être un vrai levier pour mieux piloter en fait ce genre d'aspect et apporter de la valeur et faciliter le suivi dans le temps. Un deuxième registre, ça va être la meilleure qualité de service rendue aux occupants. Ça, c'est des usages que l'on voit et qui sont de plus en plus demandés aujourd'hui dans la filière. C'est que, pareil, en fait, ça reste le jumeau numérique se présente vraiment comme un outil très intéressant en fait, pour proposer une expérience utilisateur et occupant assez innovante, en fait, vraiment orientée vers l'usager. Et donc en fait qui globalement a pour vocation d'améliorer les taux de satisfaction des utilisateurs dans un actif. Troisième point, c'est l'intégration de l'ensemble des compétences et des composantes de l'ouvrage pour faciliter la convergence des données et donc globalement apporter, donc faciliter, décloisonner les différents métiers donc pour globalement permettre de déployer de nouveaux usages et la préparation des prérequis nécessaires au déploiement d'usages encore plus innovants comme ceux liés à l'intelligence artificielle, etc. L'objectif derrière en fait ce bénéfice-là, c'est que souvent, quand on commence à parler d'intelligence artificielle, d'études ou de projections un petit peu prédictives, souvent le point principal ou la contrainte ou le frein auquel on est confronté, c'est la disponibilité de la donnée. Parce que globalement, en fait, pour pouvoir faire de la projection, il faudrait avoir suffisamment de données historique, suffisamment bien structuré, etc., pour pouvoir s'orienter et faire des prédictions. Et souvent, en fait, c'est vraiment là où ça peut pêcher un petit peu. Donc, l'approche du mot numérique peut vraiment aider à capitaliser un petit peu sur cette donnée historique, la récolter, la structurer pour pouvoir vraiment en faire quelque chose et la valoriser dans l'avenir. Le suivi des indicateurs d'occupation d'un actif pour permettre l'adaptation des locaux à leur usage réel. Ça, c'est un usage sur lequel on va revenir plus tard pour vraiment le préciser un peu plus dans le détail. Mais l'objectif derrière, c'est vraiment d'avoir une amélioration de la prise de décision grâce à des données qui sont fiables et qualifiées sur la manière dont les différents locaux sont utilisés avec une donnée vraiment qualifiée, suivie, historisée. Et enfin, l'optimisation du pilotage des actifs grâce au suivi des indicateurs et des KPI, à la fois pour la partie maintenance préventive ou corrective, le carnet de santé des bâtiments, les demandes d'intervention, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir centraliser toutes ces informations-là, pouvoir les croiser différentes données
qui peuvent avoir de la valeur. Là, par exemple, on parle de, en fait, de croisements de données qui peuvent provenir à la fois de la GTB sur des alertes, des dysfonctionnements, etc., versus ce qui est fait dans une GMAO sur la partie intervention par le prestataire dédié. Et en fait, là, on remarque vraiment une vraie valeur ajoutée sur, en fait, sur le croisement de certains types de données comme ça, qui sont, on va dire, dans un processus un peu plus classique, beaucoup plus cloisonné, beaucoup plus séparés les uns des autres. Pour vous donner un peu une idée plus claire, on a pu également identifier un certain nombre de, on va dire, de métriques qui sont un peu dans la littérature qu'on a essayé de compiler sur globalement ce que tout cela peut rapporter en termes de retour sur investissement, parce que globalement c'est souvent la question qui nous est posée et qui revient assez rapidement, même si elle est vraiment très compliquée à quantifier de façon concrète, mais il y a quand même quelques éléments dans la littérature qui montrent qu'il y a un certain nombre de gains à avoir, à la fois sur la connaissance, on va dire, du patrimoine. Ça, c'est un point qui est super important parce que la centralisation de la donnée finale, c'est vraiment l'un des éléments les plus apporteurs de valeur, on va dire, parce que ça évite de faire 3 fois le même audit pour aller récupérer la même information entre 3 services différents. Ça, c'est des choses que l'on voit assez souvent. Des liens qui sont liés à la, ou des gains, pardon, qui sont liés à l'économie, sur des budgets de travaux, parce qu'on a réussi à avoir de la visibilité dans le temps et donc potentiellement à regrouper un certain nombre de bouquets de travaux et donc éviter d'intervenir 2 fois pour faire, on va dire, des prestations ou des interventions qui sont très proches ou des travaux qui sont assez proches. Donc faire un ravalement de façade et puis revenir 6 mois après pour refaire les menuiseries. Ça, c'est des cas que l'on a déjà vus chez certains clients parce que justement, ils n'avaient pas cette visibilité à moyen long terme et donc qui les empêchait de pouvoir anticiper ce genre de choses. Jérôme, tu as envie d'intervenir ? Oui, je t'interromps une seconde, ce qui te permet de reprendre ton souffle. Donc, je pense qu'on peut peut-être prendre quelques questions, commentaires sur cette première partie. Donc, pour l'instant, on est dans la valeur, les bénéfices qu'on attend, enfin la définition, et puis qu'est-ce qu'on attend. Donc, vous voyez que les bénéfices, ils sont très larges, très variés. Donc il y a des bénéfices très techniques qui tournent au cours de l'économie d'énergie, de l'optimisation de la maintenance. Donc là, on est plutôt dans le hard. Voilà, on voit bien les économies qu'on peut faire sur les économies d'énergie, l'optimisation de la maintenance. On voit qu'il y a des coûts immédiats qui sont cernables. Ensuite, il y a des choses qui vont être plus difficiles effectivement à capter, qui n'apparaissent pas explicitement sur cette diapo, mais qui sont plus ce qui est lié à la satisfaction des occupants. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à cerner puisqu'on est sur du RH. En fait, c'est la question, c'est combien ça coûte à une société d'avoir des locaux qu'est-ce que ça rapporte plutôt à une société d'avoir des locaux plus accueillants, où il y a une meilleure fidélisation. Voilà, donc c'est difficile à cerner. Pourtant, c'est une réalité. Hein. Je pense que dans la décision d'implantation d'une société, il y a bien l'attractivité du siège, y compris pour les collaborateurs, qui peut peser. Et une société est prête à mettre de l'argent, j'en suis le témoin, pour avoir un lieu qui est attractif pour ses collaborateurs. Donc ça, le jumeau numérique peut participer à ça. On va revenir un peu plus dans le détail. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des commentaires, questions sur la définition et puis ces bénéfices très variés, sachant qu'ensuite on va rentrer dans le comment on fait. Donc ce n'est pas juste du rêve, derrière on a un process à proposer pour arriver à tout ça. Questions ? Oui, monsieur. Donc, est-ce que ça a été confirmé? Parce que là, on est quand même en 2024, bientôt 2025. Donc, ça fait 8 ans. On sait que le BIM, ça a mis du temps à démarrer. Les jumeaux numériques, il n'y en a pas énormément sur les bâtiments. Enfin, il y en a de plus en plus, mais opérationnel, il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà, juste, est-ce que ces chiffres se sont confirmés, voire augmentés? Voilà. En fait, malheureusement, c'est les seules sources que l'on a pu trouver qui évoquaient vraiment un vrai retour sur investissement chiffré avec un vrai travail de fond.
On ne sait pas forcément pourquoi, mais moi j'ai l'impression que ces dernières années, on a moins fait ce travail-là. Je pense qu'il y a eu des réticences. Peut-être que ces chiffres-là, à un moment donné... en fait, la difficulté, c'est que je pense qu'on est beaucoup plus réticent aujourd'hui à donner des chiffres comme ça, parce que ça part vraiment du... Quand on parle de retour sur investissement, ça dépend vraiment du point de départ, en fait. C'est-à-dire entre un acteur qui a déjà une certaine maturité digitale et un certain nombre de process qui sont mis en place, etc. Si vous voulez, le fait de... la marge pour lui à atteindre n'est pas du tout la même que pour un client, si vous voulez, qui n'a aucun référentiel structuré, qui n'a jamais eu de réflexion de fond sur la partie digitale. Donc... Karim, monsieur. Donc je pense que voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en fait ces dernières années, on a moins des éléments de littérature qui apportent ce genre de réponse. Oui, peut-être un complément. Donc effectivement, on manque d'évaluation, hein, globalement, ça on peut que le déplorer. Le sujet qui est peut-être le plus documenté là-dedans, c'est les économies d'énergie, hein, puisque là, pour le coup, il y a des solutions à grande échelle sur des parcs entiers qui ont permis... Alors souvent, c'est un mélange d'outils et de services. Hein. C'est pas juste donc tout, c'est voilà, une fois de plus, le jumeau numérique, il y a des processus techniques, mais il y a aussi du service, donc des personnes qui savent s'en servir derrière. Bon, en tous les cas, le 10 à 30% d'économie d'énergie grâce à des outils numériques, ça a été largement documenté. Là, il y a des parcs entiers, voilà, il y a différentes solutions qui existent, qui sont un des volets du jumeau numérique qui montrent qu'on peut atteindre des chiffres facilement. Alors ça dépend évidemment du point de départ, mais le 10 à 30%, pour le coup, il y a plein de données qui le confortent. Les autres, c'est beaucoup plus difficile, hein. Effectivement, on a beaucoup moins de données et on est en manque d'évaluation. Et je ne parle même pas des sujets plus RH, fidélisation, là, qui sont extrêmement difficiles à cerner. Oui, monsieur. Oui, un petit commentaire donc, sur ces chiffres-là. Il y en a un que je connais particulièrement. Et je voudrais dire que ces chiffres-là sont des chiffres idéalisés. C'est-à-dire que c'est possible, oui, si on a un bon jumeau numérique. Or, ce jumeau numérique, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment disponible sur la majorité des immeubles. Bien sûr, il y a quelques immeubles qui arrivent à le faire, mais en gros, on n'y arrive pas trop. Les économies d'énergie, oui, on arrive à faire 10-30% d'économies. Avec les CPE, on s'engage couramment sur du 20% presque sans réfléchir. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à 60%, mais sans forcément du jumeau numérique. Il est évident que s'il y a un jumeau numérique, on peut dire aussi on a 60% d'économie, mais ce n'est pas que le jumeau numérique. En ce qui concerne la maintenance, c'est pareil. La maintenance, on va pouvoir aller plus directement sur un appareil. On sait que c'est une pompe de telle marque, de tel modèle. On arrive avec la pièce. Donc, effectivement, on va gagner du temps, à condition qu'on ait la bonne information dès le départ. Mais cette information-là, on pourrait l'avoir aussi dans un bon DOE, préparé pour la GMAO. On pourrait tout à fait avoir la marque, le modèle, le type de la pompe. Et ça nous ferait, cette GMAO nous ferait déjà un jumeau numérique. Les GTC sont des jumeaux numériques aussi. Hein. J'avais milité aussi à l'époque avec le Syntec pour dire que la définition du jumeau numérique, ce n'était pas forcément une maquette 3D, ça peut être un schéma dynamique comme on en trouve dans les GTC. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ces jumeaux numériques. Qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? Est-ce que ça peut exister? Alors pour moi, je vais faire la question-réponse. Pour moi, oui, bien sûr, ça peut exister. Est-ce que ça doit exister? Je dirais oui, parce que si on se projette dans 20 ans, ça existera. À quel coût? Je dirais presque peu importe. On sait que ça va arriver. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est la prescription. Il faut qu'on ait des cahiers des charges qui prennent en compte dès le début ce jeu numérique, dès le début du projet, c'est-à-dire dès l'avant-projet. On doit prendre en compte cette nécessité d'exploitation. On doit spécifier dès le départ qu'on veut un DOE numérique bien fait, ni trop peu, ou alors un DO numérique très complet pour les travaux modificatifs ultérieurs et un DO numérique beaucoup plus simple pour l'exploitation, etc., etc. Donc il y a du travail à faire, mais je pense qu'il faut remonter en amont pour respécifier et faire repartir ce BIM, ce jumeau numérique dans une bonne direction.
C'est justement l'approche qu'on essaye d'avoir. C'est vraiment, c'est un petit peu le même constat auquel on était arrivé. Vraiment, c'était de se dire, essayons de commencer à homogénéiser, à uniformiser un petit peu la démarche, mais en passant justement par les preneurs de décision, par les maîtrises d'ouvrage et donc par les propriétaires et les gestionnaires. Donc, oui, donc moi je suis en accord avec ce que vous dites. Hein, effectivement, on peut peut-être démonter un certain nombre de faux messages. C'est peut-être pas mal de le faire à l'envers. Alors, faux message numéro 1, il faut effectivement faire un gros investissement technologique. Plus on fait un gros investissement technologique, plus on a des résultats. Bon, ça c'est faux. Voilà, donc effectivement, on peut avoir des très bons résultats avec des outils très simples. Alors, il y a quand même un peu numérique, notamment pour les économies d'énergie, il faut de la mesure quand même, quoi. Sans mesure du tout, c'est difficile. De toute façon, on sait même pas mesurer le résultat. Donc bon, il faut un minimum d'outils numériques. Mais par contre, effectivement, le gain n'est pas proportionnel du tout aux outils qu'on a. Donc, c'est pas forcément des solutions très lourdes. Et effectivement, c'est pas automatique. Voilà, d'une part, c'est pas proportionnel à l'investissement dans le digital. Mais c'est même pas automatique du tout. Si vous pouvez mettre une solution, enfin il y a plein d'exemples de ça, de personnes qui ont essayé de mettre en place des solutions numériques très complexes et qui en tirent pas de bénéfice du tout ou très peu parce qu'il n'y a pas l'utilisation, il n'y a pas le bénéfice, il n'y a pas eu forcément la démarche. Vous avez raison de dire aussi que tout ça, ça doit anticiper. Il faut qu'il y ait une valeur. La valeur souhaitée doit être exprimée très en amont, hein, et ensuite toute la chaîne doit s'organiser en fonction de la valeur. Voilà. Donc une fois de plus, la performance est un résultat d'un certain nombre d'outils, d'un process et de personnes généralement qualifiées pour s'en servir. Voilà. Donc c'est ça qui fait la performance. Et effectivement, ce genre de performance est atteignable que s'il y a un minimum d'alignement entre ces trois aspects, hein, donc une fois de plus des outils, des process et aussi un certain nombre de compétences. Autre question, intervention ? Eh bien, écoute, on va te redonner la parole pour nous dire maintenant comment on fait effectivement pour essayer d'atteindre ce genre de bénéfices. Alors, donc, globalement, je vais essayer de vous présenter un petit peu l'approche de manière un petit peu globale, déjà pour commencer. En fait, ce qui est ressorti quand même assez rapidement des échanges lors des travaux de ce groupe de travail, c'était en fait déjà quelques différents aspects auxquels peut être lié ce volet un petit peu de jumeaux numériques. Alors d'abord, il y a effectivement l'identification du besoin, parce que ça, c'est vraiment le point de départ indéniable pour essayer en fait, de connaître sa trajectoire et savoir déjà où l'on va, parce que, et ça sous-entend la connaissance d'un certain nombre de métiers qui sont liés à l'immobilier, qui peuvent être très larges et variés, et auxquels le jumeau numérique peut apporter un certain nombre de réponses partielles, parfois complètes, mais voilà, pour lequel il a déjà un certain nombre de plus-values. Il y a également la question de BIM, bien entendu, parce que bien que, effectivement, comme le soulignait monsieur, on n'est pas du tout en train de dire qu'une approche jumeau numérique doit être drivée ou portée par une maquette numérique BIM dans ce sens-là, mais disons que la maquette, c'est un bon accélérateur en fait, qui permet de fournir un certain nombre d'informations et de structures d'informations surtout qui soient en fait unifiées et partagées par tous. Et donc globalement beaucoup plus simple à mettre en œuvre pour par exemple des preneurs de décision, des maîtrises d'ouvrage, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on commence déjà à avoir une espèce de structuration de données qui est admise par un certain nombre d'acteurs et qui est en lien avec le BIM, donc d'où le point, enfin d'où l'intérêt d'en parler ici. Et puis surtout, en fait, un point qui est super intéressant, c'est que souvent, on a un petit peu remarqué que quand on parle de jumeaux numériques, on a une orientation et un prisme purement BIM, et c'était justement ça qu'on voulait un petit peu, c'était une autre fausse idée reçue, on va dire, c'est qu'en fait, il y a également énormément de points qui sont également en lien avec ça pour pouvoir en fait, réaliser cette démarche-là de la bonne manière, et c'est en fait l'intégration et tout l'aspect IT et interconnexion entre les différents outils.
Parce que, en fait, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, la maquette numérique peut fournir un référentiel de base qui permet de structurer un certain nombre d'informations, mais que globalement, ça reste aussi avant tout une approche où l'objectif, ça va être de faire converger un certain nombre de données qui viennent d'outils qui sont complètement différents. Et on remarque que généralement, ce qui pêche, c'est vraiment cet aspect interopérabilité tout au long des phases du projet où, en fait, on a un focus qui est spécifique à la maquette, mais on ne réfléchit pas en amont sur finalement comment une GMAO va pouvoir s'intégrer avec une maquette, avec les informations, des inventaires qui peuvent en provenir, comment une GTB va venir s'accrocher à cela, voilà. Et donc comment on va faire vivre tout ce système d'information de façon cohérente et pérenne dans le temps. Donc voilà, donc en fait, ça c'était vraiment les trois aspects. Donc la première étape, ça consiste à définir les usages et les attentes fonctionnelles de façon claire et priorisée, surtout parce que en fait, il y a quand même un ordre qui peut être intéressant à avoir en tête dans le déploiement de cette approche. Il y a l'étape sur les référentiels et les descriptions technique et géographique de l'actif. Donc là, c'est super important de savoir quel référentiel et quelle est la donnée et on va dire la source qui va régir en fait chaque type de données et quel référentiel est géré par quel système. Globalement, les données concrètement nécessaires pour déployer et mettre en place un certain nombre de données. Donc là, par exemple, d'où l'importance en fait de définir les usages en amont, parce que typiquement, si on sait que l'objectif, par exemple, d'une démarche, ça va être, parmi les cas d'usage que l'on souhaite mettre en place, c'est de faire un plan pluriannuel d'investissement, un GER, etc. Je sais que dans mes données d'entrée, il va me falloir en fait, une date de pause pour l'équipement et une durée de vie théorique. Donc ça va être, si on base un petit peu notre réflexion sur une première analyse basée en fait sur des durées de vie théoriques des équipements. Donc ça, en fait, ça c'est vraiment le lien direct entre un usage et les données qui vont être nécessaires à le déployer. Et c'est vraiment l'approche qu'on essaie un petit peu de mettre en place et voilà, d'orienter un petit peu pour mettre en place voilà, des exigences et des cahiers des charges qui soient pertinents. Donc des données, donc c'est ce qui globalement nous permet d'avoir des données qui sont cohérentes et en phase avec les usages que l'on compte mettre en place. Et puis derrière, donc la gestion des outils et des flux. Ça aussi, c'est une idée reçue qu'on voit aussi de temps en temps, c'est qu'en fait, dans la tête de certains propriétaires, de certaines maîtrises d'ouvrage, le fait de disposer d'une maquette numérique est synonyme de la possibilité de déployer des usages, etc. En fait, pour eux, il suffit d'avoir un viewer, BIM, etc. pour pouvoir... Et on ne se rend pas forcément compte de l'investissement aussi nécessaire dans la mise en place d'un écosystème d'outils qui nous permettent de déployer ces usages en question. Donc il y a vraiment toute une architecture et un système d'information à imaginer avec des outils qui vont être en fait nécessaires au déploiement de chaque typologie d'usages qui vont être concernés. Et donc, une réflexion sur ce système d'information pour répondre aux attentes fonctionnelles. On parlait des maquettes numériques qui pourraient être la source d'entrée des différents référentiels pour venir initialiser et mettre en place cet écosystème-là. Donc l'importance, à un moment donné, en étape 5, de faire en fait un contrôle qualité, un contrôle de conformité de ces éléments d'entrée-là pour s'assurer de deux choses. D'abord, qu'elles répondent aux attentes en fait, vis-à-vis des cahiers des charges, etc., qui ont été exprimés. Donc le niveau d'information requis est bien atteint. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, les données qu'on est en train de réceptionner ou d'avoir sur un projet sont bien conformes par rapport à la réalité du terrain. Et donc ça, c'est un petit peu le pendant
un peu contrôle in situ de la maquette numérique directement sur site. C'est le fameux tel que construit. Et donc en fait, voilà, une fois qu'on a ces données d'entrée qui sont conformes aux usages et aux attentes fonctionnelles et aux usages que l'on souhaite mettre en place, et que on valide le fait qu'elles soient conformes par rapport à la réalité du terrain, l'étape suivante, ça va être vraiment on a un écosystème informatique avec un certain nombre d'outils. Maintenant, il va falloir vraiment les irriguer et en fait initialiser les différents référentiels qui leur permettent de, en fait, voilà, tout simplement de fonctionner. En fait, hein. Si on parle de GMAO, une GMAO, elle va pas pouvoir commencer à planifier sans préventif, sans correctif, etc. Si je n'ai pas une base équipement avec tout un descriptif, ça va être notre inventaire. Et donc, l'idée qu'on a dans une approche jumeau numérique, c'est qu'en fait, ce soit le descriptif qui vient de la maquette numérique qui viendrait initialiser ce système d'information. Et donc, l'irriguer avec des règles qui vont être précises en fonction des besoins que l'on va avoir. Voilà, typiquement, pour vous donner un exemple plus concret, quand on va initialiser une base GMAO à partir d'une maquette numérique, on ne va pas regrouper les équipements de la même manière. Donc il y a vraiment une vraie logique, par exemple, père-fils ou maître-esclave qu'il faudrait imaginer avoir en tête, parce que globalement, ça ne nous intéresse pas dans une GMAO d'avoir 10 000 BAES de façon singulière. En fait, on va peut-être les regrouper à l'étage, par zone, etc., en fonction du besoin, par exemple, de planification que l'on souhaite avoir. Et enfin, une fois que ce système d'information est initialisé avec les bons outils et qui commence à vivre, il y a un gros travail qu'il faut et qu'il est très important à mettre en place, c'est la fiabilisation et la mise à jour au fil de l'eau de ces différents référentiels, d'avoir des règles de gouvernance strictes pour pouvoir en fait, les driver et les piloter dans le temps. Voilà, en fait, un point également qui nous semble important, c'est qu'en fait, il y a vraiment toute une démarche finalement de fond qui va être en lien avec le commissioning de jumeaux numériques, qui va être en lien avec toutes ces étapes-là et qui, globalement, est là tout au long de la démarche en filigrane, qui consiste vraiment à s'assurer de la conformité des différentes étapes et de la cohérence globale de l'approche. Parce que, voilà, comme vous le voyez, ça peut vraiment faire appel à un certain nombre d'acteurs, à un certain nombre d'intervenants qui n'ont pas forcément la même compréhension et la même vision des différents items abordés. Et donc voilà, cet aspect commissioning, il assure une certaine cohérence globale de l'approche. En fait, voilà, c'est un petit peu le gardien du temple en fait de cette approche-là. Alors, en fait, dans l'approche, l'idée, c'est qu'on détaille un petit peu, étape par étape, quels sont le contenu des différentes étapes, avec à chaque fois des points de contrôle et des modes de preuve pour lesquels on invite les propriétaires, les gestionnaires, les maîtrises d'ouvrage à aller regarder, à y accorder une attention particulière. On va peut-être détailler le premier, mais on avancera assez rapidement sur les autres. Là, par exemple, pour le premier point, qui est la définition des usages utiles en phase d'exploitation, ce qui est important à avoir en tête, c'est la vérification de l'adéquation des usages avec le niveau de maturité digitale des différents acteurs impliqués. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que idéalement, c'est une approche un peu itérative dans laquelle on commence par les usages les plus simples à mettre en place et avec le retour sur investissement le plus intéressant avant de s'attaquer à des choses de plus en plus complexes. Et donc ça, c'est très important d'être aligné avec le niveau de maturité de ces services et, voilà, et des différents acteurs de façon générale. Un autre point, c'est de s'assurer que les cas d'usage sont priorisés donc selon une logique effort-bénéfice. Et globalement, les modes de preuve, concrètement, ces usages et ces attentes fonctionnelles, elles sont clairement indiquées et explicitées
dans la charte et dans le cahier des charges BIM Exploitation où on vient en fait, les détailler un peu plus dans le détail. C'est super important pour donner, on va dire, une visibilité sur les attentes en lien avec le projet. Souvent, quand on travaille sur la construction d'un jumeau numérique pour la phase d'exploitation et qu'on commence à échanger avec les acteurs de la construction, on remarque que c'est très intéressant, ça apporte toujours de la valeur, qu'on les embarque et qu'on leur donne de la visibilité sur ce qui est prévu en phase d'exploitation derrière. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de produire et les efforts qu'ils sont en train de fournir vont vraiment servir à quelque chose et ils en voient l'utilité et la valeur derrière. Et on voit bien que ça change vraiment énormément de choses dans l'approche. Jérôme ? On peut peut-être faire une petite pause là aussi. Voilà, donc là, on est au cœur de la méthodologie. Donc, une fois de plus, le but, c'est d'arriver à un jumeau numérique qui est adapté, qui fonctionne effectivement, qui donne effectivement les données qui vont être utilisées. Donc là, Hicham vous a montré les 7 étapes. Et donc, la méthodologie qui a été développée dans le cadre de BIM for Value, c'est par étape, il y a à chaque fois des points de contrôle, des modes de preuve. On va peut-être pas les passer tous en détail parce que c'est un peu long, mais voilà, tout ça, ça existe. Donc, on a vraiment mis au point une démarche étape par étape qui ne précise pas exactement la technologie qu'il faut employer. Voilà, on est ouvert en termes de technologie, mais par contre, on pense qu'il faut passer par tout ce process-là. Pour la fin, il y a une chance d'avoir les bénéfices qui ont été évoqués plus tard. Et effectivement, dans le premier, tu reviens sur un point qu'on a évoqué, tout ça, ça doit être adapté aux personnes qui vont l'utiliser. Hein. Donc, il faut effectivement que l'outil soit, voilà, si vous n'avez pas les compétences à vue de... à terme, vous n'avez pas les compétences qui sont en interne chez l'utilisateur ou le client, etc., qui vont être capables d'utiliser ce genre d'outils. Il faut savoir s'adapter. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la méthodologie en général. Après, on va passer plus rapidement peut-être sur les autres étapes. Oui. Tout seigneur, tout honneur, Sébastien. Est-ce que tu peux revenir sur la page usage, s'il te plaît? Usage ou... Oui, usage, oui. Alors, carrément les bénéfices avant, là, c'est ça ou... La première étape. Alors oui, c'est la première étape, en fait, oui. La définition, ouais. Oui. Définition des usages. Ouais. Le seul point qui pourrait apparaître, c'est la liaison entre les chiffres dont on a débattu tout à l'heure et les enjeux en fait qui sont sous-jacents. Parce que je comprends qu'on démarre des usages les plus faciles avec le ROI le plus court. Mais comment on sait que ce sont les bons choix? Parce que ce n'est pas parce que c'est un ROI court que ça correspond aux enjeux. Donc le point de départ qui est de dire finalement quelle est la performance attendue par rapport à mon ouvrage en exploitation, je veux telle performance. Par exemple, je veux des budgets de travaux qui soient maîtrisés, voire je veux des économies d'énergie. Donc c'est finalement mes KPI qui correspondent à mes enjeux et après donc qui sont un peu une donnée d'entrée sur quel va être le périmètre de mon futur jumeau numérique en exploitation. Voilà, donc c'est juste... Tout à fait, donc tu peux avoir une approche, effectivement, on peut tout à fait imaginer des usages qui demandent beaucoup d'efforts et aussi qui amèneront beaucoup de bénéfices. Hein. Donc il y a certains acteurs qui demandent ça. Après, on est un peu prudent parce qu'effectivement, c'est par rapport à la montée en compétences. Voilà, avoir des usages très ambitieux, ça demande aussi une forte montée en compétences. Donc il faut être sûr, une fois de plus, qu'il va y avoir les compétences à la clé. Voilà. Mais mon point, ce n'est pas des usages ambitieux. Mon point, c'est des usages qui correspondent à la demande. Bien sûr, bien sûr. Et parce qu'on a souligné avant un point qui était comment on fait pour embarquer une demande qui se traduit par une prescription, etc. Donc si on veut revenir... Oui, tu as raison, c'est un peu sous-entendu, bien sûr. Ça, il faut que peut-être qu'il y a dans tous les bénéfices qu'on a évoqués avant, peut-être qu'il y en a plus. Ça dépend évidemment de l'identité du client, du donneur d'ordre. Il y en a certains qui vont être plus importants. Voilà, non, parce que tu vois, on parlait de l'attractivité. Donc moi, par exemple, je peux dire, pour mon entreprise, le plus important, c'est d'attirer des talents. Tout à fait. Alors là, je ne raisonne pas forcément sur je veux un ROI très court. Oui, c'est tout à fait. Que si je n'attire pas des talents, je vais avoir des gros problèmes dans mon entreprise. Voilà. Effectivement, oui, non, mais on est totalement en phase avec ça. Hein. C'était peut-être un peu trop implicite, mais évidemment, tout le monde n'est pas obligé de vouloir atteindre tous les bénéfices qui sont là. Hein. Il y a quelqu'un qui peut dire non, mais ça, c'est pas mon sujet, ou très faiblement. Bon.
en général, tout le monde est preneur d'économie d'énergie, mais il y en a pour qui ça peut être assez secondaire. Et par contre, effectivement, le cœur du sujet, c'est l'attractivité. Ou inversement. Voilà. Donc ça, c'est complètement au choix. Et ça, c'est un choix qu'on fait là. C'est bien un choix des usages. C'est un choix des usages et ça peut être 0, 1. Et ensuite, voilà. Ensuite, effectivement, dans chaque type de bénéfice, c'est là où on est un peu prudent sur le côté incrémental parce que les gros gaps, bon, c'est un peu, voilà, ça demande un gros investissement, une grosse montée en compétences. Mais effectivement, c'est possible de faire un choix complètement customisé dans les usages. Hein. On peut dire qu'il y a certains bénéfices qui n'intéressent pas du tout le donneur d'ordre ou au contraire, il veut mettre une grosse priorité sur d'autres. Effectivement, tu as raison, Sébastien, c'est peut-être pas assez clair. Hein. Mais oui, mais maintenant qu'on en a discuté, c'est vrai, en relisant, on voit ces éléments-là, mais c'était juste en élément. C'était un peu implicite, ouais, ça va mieux en le disant. Langage, c'était peut-être. Ça va mieux en le disant, ouais, tu as raison. Oui, Merci. Tout à fait, mais on est totalement en phase. Ça peut être très tranché suivant les bénéfices. Voilà, avec certains qu'on abandonne complètement et d'autres, au contraire, effectivement, l'aspect RH c'est très important. Ou alors ça peut être quelqu'un qui a la vision, qui est peut-être une des visions les plus ambitieuses, qui est de dire, bon, finalement, le vrai sens de tout ça, c'est d'optimiser mon immobilier en fonction de l'occupation réelle. C'est-à-dire, effectivement, télétravail, voilà, certaines entreprises, elles ont du télétravail assez consistant ou des collaborateurs qui sont en déplacement. C'est quoi l'utilisation réelle de mon immobilier, finalement? À quoi ça sert d'avoir tout cet immobilier si les collaborateurs, ils sont peu? Voilà, donc ça, c'est un des usages possibles du jumeau numérique. C'est peut-être on pourrait imaginer un jumeau numérique qui soit centré que sur cet aspect-là, finalement. Savoir juste qui est là et qui se sert de l'immobilier. Là, on va vers l'immobilier à la demande un petit peu, mais ça pourrait être un jumeau numérique uniquement centré sur ça. Ou à l'inverse, dans le cadre d'un CPE, un jumeau numérique qui est uniquement centré vers l'économie d'énergie. Donc ça peut être très sélectif, effectivement, ça va mieux en le disant. Alors, juste pour compléter peut-être l'approche, alors en fait, ce qui se passe concrètement, et c'est ça qu'on essaie d'encourager un petit peu les différents acteurs à faire, c'est que, si vous voulez, il y a vraiment un audit des différents services et des différents métiers de la société pour avec vraiment de se rapprocher, d'aller discuter avec le métier pour comprendre les problématiques auxquelles il est confronté, ces points de friction, les éléments qui le dérangent vraiment, et essayer d'identifier dans tout en fait cette nuisance quotidienne auxquelles ils peuvent être confrontés dans leur vie de tous les jours, dans des métiers qui peuvent être très spécifiques. On a déjà discuté avec des services de contrôle de gestion et de comptabilité pour voir comment la maquette numérique pourrait leur apporter des réponses dans leur travail de tous les jours. Le sujet, il est vraiment là. C'est ce qu'on essaie de pousser à faire, c'est d'aller discuter avec le métier. Ça peut être des gens qui ne connaissent même pas le BIM, souvent c'est le cas d'ailleurs, et donc d'essayer d'identifier après. Donc il y a un certain nombre de besoins qui sont identifiés. Généralement, ça monte un peu plus haut pour qu'il y ait une priorisation et des vraies prises de décision pour savoir ce qu'on élimine et ce qu'on garde. Donc voilà. Et un autre point aussi, c'est la continuité de l'immobilier sur une échelle de temps qui peut être de 50 ans, de 100 ans, etc. C'est-à-dire que dans cette période de temps, on est après la livraison du bâtiment. Hein, de ce qu'on voit dans la description, c'est plutôt une phase de construction neuve. Et puis on prépare le bâtiment pour une exploitation, pour un exploitant. Or, dans la pratique, ce n'est pas un exploitant qu'il va y avoir sur le site, c'est plusieurs dizaines peut-être. Il va y avoir plusieurs dizaines de propriétaires, enfin peut-être pas, des AM, des PM, des FM, tout ça, ça va changer et il faut qu'on maintienne la continuité de cet actif numérique. Donc ça, c'est très important parce que les usages qu'on a définis au départ vont peut-être changer dans le temps et ramener des usages non prévus sur un jumeau numérique déjà construit, c'est pas forcément évident. Il y a des difficultés. Donc là, il y a aussi la nécessité d'élargir la vision dès le départ et je dirais peut-être pas de prendre en compte tous les cas d'usage parce que c'est impossible, il y en a trop, mais de faire un peu plus que les quelques cas d'usage lambda du type GMAO, GTC, Space Management, etc. Oui, là, vous soulevez une question qui est assez redoutable parce qu'effectivement, on aura envie, ça c'est une tentation aussi, c'est d'avoir le jumeau numérique qui fait tout, c'est d'avoir une base de données totale qui a toutes les données possibles, imaginables, la véritable réplique au sens
du bâtiment. Le problème, c'est que ça coûte atrocement cher. Voilà, c'est-à-dire maintenir une base de données de toutes les données possibles sans savoir ce qu'on va en faire, c'est très compliqué. Voilà, donc ça coûte extrêmement cher. Donc effectivement, vous posez un problème redoutable qui est de dire qu'est-ce qu'on va choisir comme minimum de données pour s'assurer le futur. Ça, c'est très très compliqué. Ouais. Sans savoir, voilà, effectivement, on se doute bien qu'il y a un minimum de données qu'il faut avoir pour effectivement des futurs besoins, mais c'est très compliqué parce que les mettre, voilà, une base de données, voilà, dès qu'on parle de données, il y a de l'argent en face, il y a de la maintenance, voilà, donc c'est très compliqué de savoir. J'avoue que j'ai pas de très très bonne réponse à ça. Ouais. Surtout, les acteurs vont changer, c'est-à-dire ils n'auront pas forcément les mêmes visions, ils auront peut-être même des visions opposées, on ne sait pas. Donc là, c'est important je dirais presque de ramener cet actif numérique à la notion d'immeuble. L'actif numérique est attaché à l'immeuble et non pas à son propriétaire. Oui, mais après, bon, il y a un minimum de données statiques qui doivent rester, ça c'est sûr. Il y a un peu le DOE numérique, ça, on sait, ça fait effectivement partie du leg de l'immeuble. Après, les données dynamiques, je pense que c'est très difficile une fois de plus, il y a un coût qui est pas, où il n'y a pas de bénéfice immédiat, c'est très difficile à imaginer. Ouais. Ça, c'est un bon exemple parce que les données numériques, on parlait des données froides et des données chaudes. Moi, je dirais qu'il y a aussi les données brûlantes. Les données brûlantes qui sont celles qui sortent de la GTC. Il y a plusieurs dizaines toutes les secondes, toutes les 10 secondes, toutes les minutes. Et ces données-là peuvent être utiles pour le prochain exploitant, pour le prochain property manager. L'IA, elle peut exploiter des données d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Le contexte, par exemple, qu'on a rencontré déjà il y a 5 ans, se rapprochera peut-être plus du contexte d'exploitation actuel que le contexte d'il y a 3 mois. Donc il est important de conserver toutes les données numériques sur une très longue période. D'où le problème de la propriété de la donnée, etc., confidentialité, RGPD, bon, etc. Sébastien voulait intervenir, je crois, sur ce même sujet. Moi, je trouve que tu as fait une très bonne réponse, Jérôme. Parce qu'il y a une confusion. Merci, Sébastien. Non, mais il y a une confusion souvent en disant, bon, comme j'ai compris qu'il fallait un jumeau numérique, du coup, je veux le jumeau numérique complet qui fasse tout, même si ça correspondait à aucun besoin, à aucun enjeu. Je me mets dans une espèce de logique binaire, j'en ai pas ou alors j'ai tout. Si on revient le jumeau numérique est plutôt apparu en premier et à une meilleure maturation dans l'industrie. Et en fait, pourquoi on fait un jumeau numérique d'un morceau de process industriel? C'est parce que c'est plus facile de simuler la mécanique dans le monde virtuel que dans le monde physique. Et donc, pour mettre au point une nouvelle ligne de production ou pour l'améliorer, c'est plus facile de faire des calculs et de faire tourner un modèle d'IA sur un ordinateur que d'essayer toutes les combinaisons possibles avec des engins de levage, des clés à molette, etc. Donc ça veut dire que, c'était mon point sur les enjeux, le jumeau numérique, il doit correspondre à ce que j'ai besoin de traiter pour ma performance, et ce qui n'empêche pas que le sous-jacent, c'est le système d'information qui va avec. Et le système d'information, ce n'est pas un jumeau numérique, c'est un système d'information dont une partie peut être inclue dans le jumeau numérique pour justement avoir plus de performance, et il faut les deux. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu, on parlait tout à l'heure, tu soulignais un point très important, c'est le manque de maturité digitale. Et donc c'est là-dessus où il faut travailler pour bien comprendre par rapport aux besoins que j'ai, quels sont les outils et les méthodes qui vont m'être utiles pour atteindre ces objectifs, et tout en ayant un référentiel et des précautions sur les échanges de données, parce qu'il faut prévoir le futur de ce système d'information. Parce que si je me mets dans un Minitel, je sais que dans 3 ans plus tard, je vais être obligé de tout recommencer, ça va me coûter très cher. Donc. Oui, puis voilà, il y a un peu l'illusion aussi que l'IA va tout résoudre tout ça, que de toute façon, si on a des données en tas, voilà, l'IA arrivera à retrouver son chemin là-dedans. Bon, c'est pas totalement vrai en fait, parce que c'est un peu l'opposition entre ChatGPT et puis des modèles plus spécialisés d'IA. Voilà, donc ensuite, on peut avoir des données en vrac
et avoir une IA qui cherche là-dedans. Mais en fait, ça sera jamais aussi efficace, donc jamais aussi précis, et surtout, ça sera beaucoup plus coûteux qu'une IA qui est basée sur des données organisées à une fin précise. Donc ça, c'est un peu quand on écoute des spécialistes. Donc on a organisé dans les locaux de CETEC une conférence sur un thème proche, et donc il y avait des personnes qui sont intervenues là-dessus, qui pensent que les large language models du style ChatGPT, c'est un peu une débauche de moyens, d'énergie, etc. Et en fait, c'est pas très précis, et ça va être quand même largement battu par des modèles beaucoup plus spécialisés, ordonnés. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on dit là. Donc le fait de mettre toutes les données du bâtiment, d'être très extensif, ça coûte très très cher initialement, et puis surtout en exploitation. Chaque stockage de données, tout ça, ça a un coût. Et c'est sans doute moins efficace que d'avoir des bases de données, mais qui sont orientées vers des usages précis. Le seul problème, c'est qu'il faut connaître les usages. Donc c'est très difficile, la question est redoutable de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir comme socle minimum de données pour l'évolutivité future. Ça, j'avoue que j'ai pas vraiment de bonne réponse, mais on voit un peu dans les bâtiments en général, c'est très difficile de faire des bonnes mesures conservatoires pour l'évolution des bâtiments. C'est un peu pareil pour le numérique. Voilà, on va peut-être passer plus rapidement sur les autres étapes, parce qu'il y a une fiche comme ça par étape. Malheureusement, Hichem, je crois qu'on ne va pas avoir le temps, donc je te laisse peut-être passer rapidement sur les autres. Oui. Donc voilà, deuxième étape, c'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est la mise en place d'un référentiel de données pour assurer l'interopérabilité entre les différents outils. La définition de la granulométrie attendue pour justement répondre aux différents usages et donc permettre un niveau de développement pour chaque phase. Donc là, tous ces éléments-là sont exprimés dans un document contractuel qui précise le niveau de développement des différentes maquettes sur les différentes phases. Sur la partie outils, on donne quand même un élément qui est très important, qui doit être vraiment compris de l'intégralité des parties prenantes, parce qu'on parlait d'architecture de systèmes d'information. Ça, c'est vraiment un petit peu le pauvre aujourd'hui dans les démarches de jumeaux numériques. Voilà, c'est très important dès le démarrage, quand on échange avec les différentes plateformes, quand on échange avec les futurs éditeurs pressentis un petit peu sur... parfois, c'est des mainteneurs qui arrivent avec leur propre système de GMAO, etc., de leur donner de la visibilité sur l'écosystème dans lequel ils vont devoir s'inscrire. Et ça, vraiment, c'est un élément clé. Derrière, on a la partie réception et contrôle des maquettes numériques. Donc voilà, il y a un contrôle tel que construit, il y a un contrôle structurel qui sont très très importants, et dans les résultats vont tout simplement donner de la visibilité sur le niveau de confiance que l'on peut avoir dans les données qu'on a entre les mains. Et puis la mise en exploitation du système d'information, pareil, point super important, avec donc l'idée d'avoir une stratégie et un cahier des recettes techniques, et puis un fichier de suivi des anomalies. Donc là, on est vraiment dans un processus un peu plus orienté IT, et c'est justement ça qu'on essaie un petit peu de mettre en exergue dans la démarche, c'est que voilà, dans notre confort du métier, du bâtiment, etc., à un moment donné, il va falloir qu'on sorte un petit peu de sa zone de confort et essayer un petit peu d'identifier ces différents points qui peuvent un petit peu sortir de nos habitudes, mais qui sont tout aussi importants. Donc le recettage des différents outils pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins fonctionnels qu'on leur demande de faire, c'est un point qui est essentiel. Ensuite, voilà, donc il y a toute la partie sur, comme je disais tout à l'heure, sur la gouvernance, la gestion et la fiabilisation de ces données dans le temps. Ça, c'est un point qui est très important à mettre en place, parce qu'effectivement, c'est le gage en fait que les usages qu'on est en train de mettre en place ne se basent pas sur de la donnée qui est caduque, qui n'est pas propre, qui est mal qualifiée ou qui n'est tout simplement pas vraie en fait. Donc ça, c'est vraiment toute l'importance de cet élément-là. Là-dessus, très rapidement, on commence à avoir quand même quelques éléments qui nous semblent assez positifs. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de baux locatifs qui commencent à intégrer cet aspect où on demande au preneur de rendre une maquette numérique qui est propre et fiable par rapport à ce qui lui a été délivré au départ. C'est-à-dire, vous arrivez, vous prenez un bail de location, un bail preneur qui dure
10, 12 ans, à la fin de votre bail, vous devez une maquette numérique qui est conforme et conforme à la réalité du site tel que vous l'avez laissé. Donc il y a quand même on va dire des évolutions qu'on commence à voir et qui sont intéressantes. Donc ça répond, je pense, en partie à la question de monsieur ou à la remarque qui disait que voilà. Et ça, pour nous, ça constitue déjà un premier socle d'informations et de données qui peuvent être sur lesquelles on peut capitaliser pour continuer l'exploitation du site, indépendamment du preneur ou du locataire que l'on va avoir. Donc voilà un petit peu pour finir. Donc c'est le point qui est essentiel sur la fiabilisation et la mise à jour de la base patrimoniale. Derrière, on a explicité quand même quelques usages, par exemple sur la partie sur le suivi des performances énergétiques de l'ouvrage, pour donner un petit peu des idées sur l'intérêt de ce que ça peut permettre, et par exemple des différents outils que l'on doit connecter, interfacer, etc. pour développer ces usages-là. Donc vous le voyez, en fait, en fonction de ce qu'on cherche à mettre en place, il y a vraiment un écosystème spécifique qu'il faut réfléchir en amont et qu'il faut adapter. Donc là, typiquement, si on a envie de suivre les performances énergétiques d'un ouvrage, le BIM qui apporte la colonne vertébrale des référentiels qu'on évoquait tout à l'heure va être interfacé avec une GTB. L'idée derrière, c'est de récupérer des métriques liées à la consommation, au pourcentage d'occupation, récupérer les DGU, un bilan carbone et la consommation des différents équipements et installations. Un autre point, c'est la gestion et l'aménagement des espaces et des locaux spécifiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension de l'occupation des locaux, en fait, de savoir si, typiquement, on a par exemple des zones qui sont un peu boudées, on va dire, par les collaborateurs, parce que d'une certaine manière, ils ne répondent pas aux besoins et aux habitudes des différents usagers. On a souvent ce genre de situation où on a une salle de réunion qui n'est jamais réservée pour une raison ou une autre, et toute une autre partie de l'immeuble, en fait, qui est un peu surbookée, pour laquelle on n'arrive pas à trouver dans laquelle on n'arrive pas à trouver de place. Donc là, en fait, c'est vraiment de donner de la visibilité sur une donnée qui est vraiment claire, explicite et voilà. Qui ne laisse pas de place au doute, en fait, sur la meilleure manière d'adapter les locaux à un usage propre et aux habitudes des collaborateurs. Donc là, si on parle de cette partie-là, en fait, il y a tout un tas d'éléments. C'est un écosystème encore plus riche en lien avec le BIM, le resource booking, la GTB, des IoT ou des caméras sur en fait, la mesure, on va dire, de l'occupation en tant que telle, et qui peuvent également être assurées par de l'infrastructure Wi-Fi. En termes de métriques, on va parler de taux d'occupation, de taux de remplissage, d'usage, de réservation fantôme. Ça, c'est des éléments qui peuvent vachement intéresser également, et d'occupation effective. Et enfin, donc un autre point qui va être lié à l'hypervision et à la gestion des incidents en temps réel. Donc là, c'est l'exemple que j'évoquais aussi en début de présentation, qui permet de faire le lien entre des systèmes comme la GTB, la GMAO, le ticketing, pour essayer de créer des corrélations, on va dire, entre les demandes et les incidents qui peuvent soit signalés par un système centralisé, soit par les utilisateurs, et d'essayer d'identifier un petit peu les différents points faibles, voilà, pour avoir, on va dire, une maintenance beaucoup plus proactive et un peu plus dans l'anticipation. De toute façon, je pense que vous allez avoir le support, donc voilà, vous pourrez un petit peu les consulter à votre guise et rentrer dans le détail de chacun. Je voulais juste finir sur voilà, cette approche et l'importance de ce raisonnement de commissioning de jumeaux numériques, où en fait, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer tout au long de la démarche. Là, quand on
pensent à mettre un jumeau numérique ou à mettre en place un jumeau numérique en phase d'exploitation, c'est souvent des choses qui s'anticipent et qui commencent vraiment dès la phase de programmation avec un certain nombre d'étapes clés à valider à chaque... en fait, c'est un rétro-planning qu'il faut avoir en tête et qu'il faut valider sur les différentes étapes. Souvent, par exemple, l'un des écueils auxquels on peut être confronté, c'est qu'on arrive à la livraison, que l'on doit initialiser un certain nombre d'outils, typiquement l'AGMAO par un mainteneur qui doit presque parfois 6 mois avant l'occupation et l'emménagement des occupants commencer à faire sa prise en charge, à faire ses inventaires, etc. Eh bien, en fait, ce mainteneur qui va utiliser une GMAO, s'il n'a pas 6 mois avant la livraison, en fait, avant l'emménagement des locataires, une base fiable sur laquelle il peut se baser pour commencer à planifier ses interventions, eh bien, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à la renseigner lui-même et on passera déjà en fait, une étape importante de l'utilisation du bâtiment, parce que la vraie promesse, et si on a vraiment envie de capitaliser sur le travail qui est fait, c'est que la maquette doit être à l'origine de l'initialisation de ces outils-là. Et c'est ça c'est globalement l'approche qu'il faut faire. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments de planning qu'il faut clairement identifier qui sont de la plus grande importance. Donc voilà, je pense que je vais finir sur ça et puis on va prendre d'autres questions si vous avez des remarques ou des petites observations pour conclure. Merci beaucoup Hichem. Je vous propose peut-être d'enchaîner avec la présentation de Karim qui va nous donner tout de suite un exemple plus concret. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Karim. Je suis le CEO d'une start-up qui est incubée ici, qui s'appelle Arsenio. Et nous, on essaye d'œuvrer à une construction plus digitale et plus durable. Alors, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'en fait, on s'est inspiré de formations qui sont dans le domaine du développement informatique, qu'on appelle des bootcamps. C'est des formations de plusieurs semaines qui sont intensives, où on va former différentes typologies de personnes. Ça peut être des demandeurs d'emploi, des salariés, des personnes indépendantes. Et on va les former par la pratique à travers différents aspects du BIM, mais on en parlait tout à l'heure avec Jérôme, de plus en plus, je pense qu'il faut mettre en avant le terme de construction digitale qui parle plus et qui est plus complet par rapport à ce que l'on fait et ce qui va arriver dans le futur. Donc on forme ces personnes par la pratique à travers des cas réels qui sont amenés par des entreprises et également à travers différents projets où les personnes vont collaborer. Et le but, c'est de maîtriser ces outils de la construction digitale au service de la construction durable. Donc ça peut être l'économie circulaire, ça peut être la rénovation énergétique, ça peut être la mise en avant de matériaux biosourcés, géosourcés, ou alors le calcul de l'impact carbone. Pourquoi j'ai fait cette introduction sur ce que l'on fait à travers notre bootcamp? C'est pour vous montrer, là, vous êtes tous des experts à différents niveaux, mais le but de créer ces jumeaux numériques, c'est qu'ils servent à un plus large public que nous-mêmes. Et donc, avec des apprenants de notre formation, on a commencé à réaliser le jumeau numérique du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Donc, ce bâtiment, il a été créé en 2018. On a commencé à créer ce jumeau numérique l'année dernière. Et en fait, on est parti de la donnée existante qu'on avait. La donnée existante qu'on avait, c'était les DOE. Vous êtes dans le domaine de l'immobilier et de la construction. Vous savez, vous connaissez la fiabilité d'un DOE à la fin d'un projet. Je ne vais pas faire plus de commentaires, mais il a fallu en tout cas vérifier certaines choses. Et donc, avec des apprenants de notre formation, on a repris les métriques, on a regardé un peu les différents équipements, on a vu si ça correspondait bien aux fiches produits, etc. Et on a commencé le prototype de ce jumeau numérique. Donc, vous le voyez ici, je pourrais vous le montrer même en 3D.
Mais ce jumeau numérique, il va reprendre en fait tous les éléments de ce bâtiment pour pouvoir réaliser l'exploitation et la maintenance. Donc là, par exemple, la salle où vous vous trouvez actuellement, qui s'appelle Inspire, le hall d'accueil où vous avez pu prendre un café, tout ça a été numérisé et digitalisé. On n'a pas utilisé de scan, on a repris les plans en 2D, on a repris les métrés et on a réalisé ce jumeau numérique. Et ce n'est pas seulement la maquette architecturale, c'est également les maquettes CVC, plomberie, électricité et même mobilier. À votre avis, combien de temps ça a pris pour réaliser ce jumeau numérique avec toutes ces maquettes? Avec 3 personnes qui travaillaient dessus. Grosso modo, on n'est pas au juste prix, mais à votre avis? Pour des gens qui, je le rappelle, n'étaient pas dans le BIM à la base, étaient architectes, conducteurs de travaux, techniciens, et ils ont réalisé cette modélisation et rentré les informations. Vous avez une idée? Six mois, ouais. D'autres 3 semaines. C'est optimiste. Non, en fait, ça a pris 3 mois. Mais je le rappelle, ces gens-là, ils n'étaient pas du tout... Ils travaillaient sur des outils 2D classiques, des outils qu'on voit durant les études il y a une dizaine d'années. Ils n'étaient pas du tout sur des outils de modélisation à la base. Ils ne connaissaient pas ou peu les plateformes collaboratives, les documentations BIM, etc. Donc c'est moins compliqué que ça ne paraît. Et donc, Hichem a fait un très bon tour d'horizon de ce qu'est un jumeau numérique. Ici, c'est un petit peu un résumé un peu plus synthétique. On a différents types de jumeaux numériques. Ça part du jumeau descriptif qui va être une réplique visuelle d'un bien construit en 3D, à carrément le jumeau autonome qui va nous permettre d'apprendre et d'agir au nom des utilisateurs avec des outils d'IA, etc. Nous, l'objectif de ce qu'on a fait, je le rappelle, c'est un travail réalisé par des apprenants. On n'est pas une société qui est venue pour créer ce jumeau numérique. On a supervisé des apprenants qui réalisent ce jumeau numérique. Le but, c'est d'avoir un jumeau prédictif. Donc, il va utiliser les données opérationnelles pour obtenir des informations. Comme quand vous allez chez le garagiste et qui vous dit votre voiture, elle nécessite de faire une vidange. Ben, c'est pareil, mais ce ne sera pas une vidange, mais ce sera différentes opérations sur le bâtiment. Et comme je le disais également, ce jumeau numérique, il est vraiment au service des usagers, mais également des personnes qui gèrent ce lieu. C'est des gens où vous pouvez parler avec eux, mais à la base, ils ne savent pas ce qu'est le BIM. Ils ne sont pas au fait de toute la technicité qu'on a dans un bâtiment et dans le domaine de l'architecture. Et donc, il y a différents cas d'usage qu'on a mis en place avec les personnes du bâtiment. Ça part de l'hospitality management, donc suivi des occupants, communication, présentation du lieu. On va l'utiliser aussi pour l'événementiel, l'aménagement du lieu. La maintenance, donc toutes les petites optimisations logistiques qu'on a sur le lieu, qu'on puisse vérifier les données sur un support unique avec tous les prestataires. On commence à avoir le suivi et l'amélioration de la consommation énergétique. Pour les utilisateurs du lieu, ici il y a une quinzaine de startups, mais il y a aussi beaucoup de salariés de Vinci qui travaillent ici. L'amélioration du confort, la gestion de la température, l'éclairage, la qualité de l'air, et même la gestion de la réservation des salles. Donc là, ce qu'il est possible de faire dès maintenant, c'est d'avoir une carte d'occupation des bureaux, de lier ça avec des dates de contrat, parce qu'ici on a plusieurs startups qui ont chacune des contrats qui arrivent à échéance, et on peut avoir des notifications pour savoir si bientôt ils doivent quitter les lieux ou non. Suivre les réservations, le taux de présence des salles. Comme le disait Hichem, on peut faire un parallèle entre comment les salles ont été réservées et est-ce que les gens sont vraiment rentrés dedans. Pour le futur, ça pourrait être automatisé, cette gestion des contrats avec le rappel des échéances, les paiements, l'ajustement automatisé des réservations de salles en cas d'absence, l'analyse du taux d'occupation,
un planning prédictif de comment les salles seront occupées durant toute l'année, avec des pics ou des périodes plus creuses. La communication, la présentation du lieu. Ici, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu, comme ce matin, par exemple. J'étais en communication avec, par exemple, les équipes de la SBA pour les magnifiques viennoiseries que vous aviez à disposition. En fait, tout ça, on peut, grâce à la maquette numérique et grâce à ce jumeau numérique, on peut déjà montrer à des personnes qui vont arriver sur le lieu où est-ce qu'elles doivent s'installer. Si c'est des prestataires externes, que ce soit les ascenseurs, les fontaines à eau, des différentes décorations qu'on a dans le lieu, on peut déjà visualiser tout ça. Et en plus, ça offre la possibilité d'avoir des plans démétrés pour tous les mobiliers et les mobiliers également. Le mobilier dont je parlais, justement, l'inventaire de ce mobilier, combien de tables on a, combien de chaises on a, est-ce qu'il y a des mobiliers qui sont défaillants ou non. On pourra aussi mettre en scène via la maquette numérique de la communication et avec la régie, on pourra mettre en place des événements où on va simuler ce qui va se passer durant les événements. Bien sûr, il y a une GTB dans ce bâtiment, il y a une GTC également. Et on va pouvoir gérer le réseau de chaleur, l'électricité, enfin les consommations électriques. Et ce jumeau numérique, il va servir pour tous les prestataires. Cette consommation énergétique, justement, on va pouvoir avoir des indicateurs de performance. C'est simplement reprendre les éléments qu'on a dans la GTB et la GTC, les associer à des objets dans le jumeau numérique et en fait avoir des dashboards de consommation qui sont personnalisables. On peut avoir le profil aussi de consommation énergétique des occupants. Est-ce qu'il y a certains occupants qui consomment trop dans leur salle ou est-ce qu'on peut faire des optimisations là-dessus? Et là encore, l'intelligence artificielle, elle va nous aider. Jérôme a parlé de LLM comme ChatGPT, etc., qui sont basés sur des données parfois qui sont obscures. On ne sait pas comment on va interroger ChatGPT, où il va prendre les données. Et maintenant, on a de plus en plus ce qu'on appelle des RAG. Je ne vais pas dire le terme en anglais parce que j'ai oublié, mais c'est Retrieval Augmented, je ne sais plus. Mais en tout cas, ces données-là, c'est des données qu'on donne à l'intelligence artificielle sur lesquelles elle va se baser. Et les jumeaux numériques, ils vont également servir à ça. Ils vont servir de rationaliser ces données et d'avoir des prédictions de ce qui va se passer dans le bâtiment. Les résidents externes aussi, ils vont pouvoir donner leurs avis à travers des questionnaires sur l'éclairage, la température, la qualité de l'air. On va pouvoir, grâce à ce jumeau numérique, optimiser un peu plus l'espace et voir ce que l'on doit améliorer ou pas au niveau du confort thermique et de la gestion raisonnée de la réservation des salles. Donc, ce que je voulais mettre en avant également, c'est que ces jumeaux numériques, imaginez que ce bâtiment, il est loué par Léonard, mais imaginez que lorsque vous allez rendre un bâtiment ou lorsque vous allez vendre un bâtiment, vous n'allez pas vendre seulement des murs, mais vous allez vendre tout un historique de données avec un jumeau numérique fiable et montrer qu'en fait, il y a, par exemple, pour des personnes qui sont promoteurs immobiliers ou pas, de montrer qu'il y a un réel atout et un réel actif qui peut être valorisable. On va pouvoir montrer sur plusieurs années le taux d'occupation des salles, comment les gens arrivent, qu'est-ce qui a été fait comme événement durant toute l'occupation. Et donc, ça devient un actif qui est encore plus valorisable que simplement se baser sur les plans, sur la date de construction du bâtiment. Donc, je vous invite à me contacter si vous voulez en savoir plus et de vraiment démystifier un peu ces jumeaux numériques qui ne sont pas aussi complexes qu'on le pense et qui ne sont pas aussi difficiles à mettre en place. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Karim. Question, madame? Marie-Laure, c'est une personne qui a fait notre formation en plus.
Bonjour à tous. Karim, je voulais te poser une question par rapport à peut-être un des défis que représente le bon usage du BIM, à savoir à partir du moment où on arrive à un certain stade avancé de l'utilisation du BIM jusqu'au stade d'exploitation d'un bâtiment de façon automatisée, est-ce qu'il n'est pas important, d'autre part, de pouvoir avoir la possibilité de revenir sur une utilisation manuelle, comme ce qui se fait par exemple pour le pilotage automatique d'un avion, de pouvoir revenir en manuel, une utilisation manuelle pour contrôler et moduler selon les situations qu'on n'aurait pas peut-être pu imaginer dans certains cas. Ok, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je pense que, comme le disait le monsieur, excusez-moi, je connais pas votre nom, mais en fait, on pourra rentrer aussi dans ces jumeaux numériques des consommations énergétiques qu'il y a eu sur plusieurs années auparavant, même avant la construction de ce jumeau. Et ça va nous permettre de prédire comment on va devoir changer des équipements, comment on va devoir adapter des périodes creuses ou non, et adapter toute notre consommation. Donc, toutes les données qu'on a déjà dans un bâtiment, même si on n'a pas les maquettes numériques ou autres, elles vont pouvoir être rentrées dans ce genre de jumeaux numériques. Bien sûr, ça nécessite un paramétrage entre les objets et ces données. Mais je pense que ça va pouvoir aussi valoriser des bâtiments existants qui avaient ces données, mais qui ne savaient pas comment les valoriser. Autre question pour Karim? Bien, merci beaucoup. On va passer la parole à Eric. Bonjour à tous. Je vais faire rapide parce que je crois qu'on est un petit peu en retard, donc on va faire très rapidement. Je représente aujourd'hui l'AICN, donc l'Alliance pour la convergence numérique de l'immobilier. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est comme ça que ça se dit. Qu'est-ce que l'AICN? C'est quelque chose d'un peu particulier qui est de mettre dans la même salle, entre guillemets, l'ensemble des acteurs de l'immobilier. Donc vous voyez autour de la table, ce sont essentiellement des représentants de secteurs, que vous avez ici les investisseurs, vous avez les PM, vous avez les FMR, vous avez les utilisateurs, enfin les occupants avec IDET et puis l'ADI, et des structures un peu plus spécialisées sur la data comme Fidji et comme SBA peut l'être sur la partie patrimoniale. L'objectif, c'est de se dire qu'on est beaucoup d'acteurs qui tournons autour de la même... le même actif immobilier et qu'aujourd'hui on est plutôt chacun dans notre couloir de nage et on n'arrive pas à échanger avec les autres. Et quand je dis couloir de nage, des fois c'est plutôt on est chacun dans notre tranchée et la bataille est très dure et se résume souvent à des problèmes de coûts. L'objectif, c'est effectivement pour que chacun ait ses propres données et que chacun travaille beaucoup sur la data, qu'on puisse avoir des langages communs qui vont nous permettre, non pas de passer beaucoup de temps à la ressaisie, à la fiabilité, etc., pouvoir échanger ces données entre nous de façon beaucoup plus fluide. On le voyait tout à l'heure, on a parlé de données froides, données chaudes. Les données chaudes, effectivement, au niveau de l'immeuble, c'est peut-être le jumeau numérique qui va vous les donner. Et ça va servir à l'exploitant, ça va servir à l'usager. L'EPM, il a une fonction de supervision. Donc lui, il aura plutôt les données froides. L'investisseur, il est aussi à un niveau encore plus haut. Donc lui, peut-être que ce sont les données presque congelées qu'il va avoir. Mais ça l'intéresse d'avoir des indicateurs pour savoir comment se passe l'immeuble, comment il se comporte. Est-ce qu'il y a beaucoup de pannes? Est-ce qu'il y a beaucoup de réclamations des locataires et autres? Et donc tout ça, il faut que ces données puissent circuler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le principe de l'AICN, de pouvoir essayer d'échanger et qu'on arrive vers quelque chose qui soit très fluide. Et je voulais revenir sur le jumeau numérique, qui vraiment est, nous, à la base. Et on a tendance à dire que le jumeau numérique, pour nous, c'est un ovni, c'est un
un objet virtuel non identifié, parce qu'on n'arrive pas à le situer. Est-ce que le jumeau numérique, il est au niveau du propriétaire, il est au niveau de l'exploitant, FM ou PM, ou plutôt au niveau de l'utilisateur qui est sur place? Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les jumeaux numériques qui fonctionnent, enfin, en tout cas ceux que j'ai pu voir, c'est quand même surtout à l'initiative de l'occupant. Ça peut être dans les cliniques, ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être dans les usines, ça peut être ici, là, le lieu, c'est visiblement l'exploitant du lieu qui l'a mis en place. On a des exemples aussi comme CNP qui l'a mis ça sur son siège, c'est en tant qu'exploitant. Ce qu'on aimerait, c'est que du coup ce jumeau numérique serve à toute la filière déjà, c'est que ce jumeau numérique soit, et vous l'avez, je crois que c'est Karim qui l'a cité tout à l'heure, c'est un peu comme l'ascenseur, c'est que quand je vends l'immeuble avec son jumeau numérique. Parce que sinon, si on commence à avoir des jumeaux numériques qui sont... moi, je travaille chez La Française, si j'impose un jumeau numérique sur tous mes immeubles et que je le vends à AXA et que lui, il a un autre jumeau numérique, un autre outil, du coup, je mets tout à la poubelle, je refais tout. Enfin, on est plus dans ce monde-là, malheureusement. Donc, le jumeau numérique appartient vraiment à l'immeuble. Pourquoi OVNI? Parce qu'on n'arrive pas non plus à le situer. Dans quel cadre il faut un jumeau numérique? Un commerce en pied d'immeuble, est-ce qu'il a besoin d'un jumeau numérique? On considère que non. Un immeuble de 20 000 m² mono-occupant, ça a tout son intérêt. Un immeuble 20 000 m² multi-occupant, sur les équipements propres à l'immeuble, oui. Sur la réservation de salles, non. Parce que chacun va venir avec son système de réservation, parce qu'il doit être connecté, pouvoir réserver une salle qui se trouve à Londres ou à Stuttgart ou autre. Et donc du coup, la première chose qu'il va commencer à faire, le locataire, c'est qu'il va nous enlever tout ce qu'on a installé et mettre ses propres outils. Parce qu'aujourd'hui, ces outils ne sont pas communicants. Et je pense qu'il faudra encore quelques années avant que tout ça soit vraiment interfacé avec des normes comme AFNOR ou autres, qui permettent de vraiment les... Donc le jumeau numérique, on en voit bien l'utilité. On a du mal à le situer, on a du mal à savoir qui doit payer, parce que quand même, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye. Donc, les propriétaires veulent bien payer, mais si ça leur permet de vendre plus cher, donc effectivement, comme le disait Karim, on vend avec une base de données, on vend avec tout l'historique de ce qui s'est passé. Donc ça peut se valoriser, surtout en ce moment. Est-ce que ça va attirer des locataires? On n'en est pas encore sûr aujourd'hui. Et par contre, moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que j'ai vu tout à l'heure que vous disiez que ça faisait des économies de moins 30% sur l'énergie. C'est grosso modo ce qu'on doit atteindre dans le décret tertiaire. Ce sont des chiffres de 2015, je crois 2015-2016. Pour vous, quelle est l'explication? Pourquoi on n'est pas allé tous vers le jumeau numérique sur tous les immeubles? Quels sont les freins? Parce que c'est ce qui a peut-être manqué un peu tout à l'heure. Quels sont les freins à la mise en place de ces jumeaux numériques? Je ne sais pas si tu as une réponse, toi. Alors oui, je vais peut-être reprendre. Tu as soulevé plusieurs questions importantes. Alors effectivement, donc il y a toujours une contradiction entre la permanence du jumeau numérique et le fait qu'il doit être adapté aux besoins de l'occupant. Ça, c'est quand même une contradiction. On a envie qu'il y ait des choses qui se passent comme ça, mais en fait, on voit que si ça ne répond pas à une préoccupation immédiate, le système, enfin voilà, personne va mettre les coûts en face, parce que ça rejoint la deuxième question que tu as soulevée, c'est qui doit payer? Celui qui va avoir envie de payer, c'est celui qui a les bénéfices. Alors ça, c'est pas compliqué. Ou alors, effectivement, il peut y avoir une approche marketing en espérant que... Mais voilà, globalement, on pense que ceux qui ont envie de payer pour le jumeau numérique, c'est ceux qui vont avoir les bénéfices. Donc, c'est effectivement plutôt les occupants. Alors, à part, ils peuvent payer avec différentes raisons. Ils peuvent payer parce que ça leur fait faire des économies d'énergie. Ils peuvent payer parce que ça a effectivement un avantage en termes de RH ou d'optimisation de leur immobilier. Donc, on va dire que les bénéfices étant plutôt au niveau de l'utilisateur, c'est plutôt l'utilisateur qui va avoir intérêt à investir, sauf si effectivement le propriétaire ou le promoteur vont vouloir utiliser ça comme un argument marketing pour voilà, je t'offre un bénéfice. Bon, plus délicat parce qu'il faut qu'il y ait
toujours en face, il faut quelqu'un qui se saisisse de l'outil. Hein, voilà. En face de chacun des outils, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en serve. Donc il faut des compétences pour mettre en place le jumeau numérique qui va bien. Et puis ensuite, il faut quelqu'un qui regarde les taux d'occupation des salles et qui en fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde les tableaux de consommation énergétique, qui en fasse quelque chose. Alors je vais répondre à la question sur l'énergie. Donc ça, pour le coup, il y a des solutions spécialisées en énergie qui existent à grande échelle. Voilà, donc moi, j'ai participé à la fondation d'Adviseo, qui est une sorte de jumeau numérique très spécialisé en énergie, qui fait beaucoup ça, et sur des grandes quantités. Et là, on a des bénéfices qui sont ça. Mais une fois de plus, c'est pas qu'un jumeau numérique, c'est aussi des compétences derrière d'énergie management. Voilà, il faut... hein, si on ne mesure pas, si on n'a pas les bons outils qui permettent de détecter, voilà, de faire du reporting de consommation, on n'arrive à rien. Hein, voilà, on voit bien qu'il y a eu un gap important de franchi dès lors qu'on a eu la possibilité d'avoir des outils numériques à grande échelle dans ce terrain-là. Mais effectivement, il faut aussi de l'énergie management qui, à partir d'une courbe de consommation, c'est dire oui, mais c'est ça qu'il faut régler. Voilà. Et donc là, il y a eu des gains d'énergie très importants qui permettent effectivement de répondre à des décrets tertiaires et plus. Hein. Voilà. Donc ça c'est prouvé à très grande échelle. Effectivement, il y a eu une obligation réglementaire qui a fortement poussé cet aspect-là. On n'a pas du tout le même type de levier sur d'autres types d'usages qui restent plutôt à du volontariat et qui relèvent plutôt on va dire, d'utilisateurs éclairés. Hein. Voilà. Donc Hichem pourra expliquer ce qu'il fait, par exemple, pour Total. Je ne sais pas s'il y a peut-être des aspects confidentiels, mais voilà. Bon, donc on a un utilisateur là très éclairé qui est prêt à faire des choses considérables parce que voilà, c'est effectivement, il a une vision en tant qu'employeur, notamment RH, voilà, et donc il est prêt à investir pour avoir le meilleur endroit pour travailler en France. Voilà. Donc ça c'est une vision possible. Ouais. Donc voilà, j'espère avoir un peu répondu à tes questions, à tes ouvertures. Après c'est un tout petit peu, pas décevant, mais disons que ça ne va pas nous permettre d'aller très vite, parce que si c'est l'occupant, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a que des grosses sociétés qui ont déjà cette culture-là qui vont y aller. Et tous les petites structures ne vont pas y aller parce qu'ils ne vont pas connaître les coûts. Et surtout, nous, ça ne nous permet pas d'avoir un PPA construit au niveau du propriétaire. Ça ne nous permet pas de faire des investissements de structure. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver un mix entre les deux. Au niveau du jumeau numérique, il y a une partie qui nous sert à nous, propriétaires, il y a une partie qui sert à l'occupant, il y a une partie qui sert peut-être au FMR pour surveiller ce qui se passe dans l'immeuble. Donc il y a alors effectivement, donc on peut. Alors c'est pas forcément des gros. Hein, tu vois, je pense pas. Donc là, évidemment, au total, j'ai pris des plus grosses boîtes de France. Mais on peut imaginer des solutions qui sont relativement rustiques, puis qui sont adaptées à des plus faibles investissements. Une fois de plus, le jumeau numérique, c'est pas forcément un boss énorme. Voilà, donc le building operating system, c'est pas forcément des couches logicielles hyper lourdes qui coûtent très très cher. Ça peut être des choses très simples. Voilà, donc Adviseo dont on parlait, ça s'applique à des bâtiments très courants. Voilà, il y a pas de voilà. Pour le coup, il peut y avoir des jumeaux numériques spécialisés qui s'appliquent à des bâtiments, voilà, et à des petits utilisateurs. Ce qui est plus compliqué, effectivement, j'ai pas de réponse. C'est effectivement ce qui correspond aux propriétaires. Bon, il y a sans doute effectivement un minimum qui est plus autour de la gestion technique et des consommations qui intéresse aussi le propriétaire. Là, il va falloir viser effectivement quelque chose de beaucoup moins cher, beaucoup plus rustique. Donc, je pense que ça peut exister. Je suis pas sûr qu'on arrivera à vraiment définir un standard dans la matière, mais ça peut exister. Il y a une réponse aux besoins, je pense, d'utilisateurs, voilà, sans forcément que ce soit une boîte du CAC 40. Et il y a une réponse, je pense, aux besoins les plus basiques des propriétaires, plutôt autour de la partie technique. Mais les gros gains, une fois de plus, ils sont quand même, je pense, les plus ambitieux, c'est côté RH, et puis optimisation de l'immobilier via l'utilisation finalement du bâtiment, et ça c'est quand même plutôt des bénéfices du locataire. Moi on a rencontré quelques promoteurs quand même qui essaient ou foncières qui essaient de proposer ça de façon un peu marketing pour promettre effectivement à l'occupant que ça va être qu'il va avoir ce type de bénéfice. Voilà, mais encore faut-il que l'occupant ça l'intéresse et qu'il mette les personnes en face pour s'en servir. Et donc là, du coup, c'est au niveau de l'AICN, effectivement, comme on a l'ADI et l'IDET qui sont au niveau de l'AICN, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nouer des partenariats avec ces occupants pour qu'on ait de l'information, puisque l'information sur notamment leur consommation, c'est de l'information privée auquel on n'a pas le droit, sauf s'ils nous donnent l'autorisation. Donc pour savoir quelle est la consommation d'un immeuble, si le locataire ne veut pas me donner ses consommations, je ne peux pas l'avoir, donc je ne peux pas faire des plans derrière de travaux.
Oui, donc effectivement, ça c'est une contrainte. Hein. Donc effectivement, notamment dans le cadre d'immeubles multi-occupants sur l'énergie, il faut conclure des accords avec chaque locataire pour autoriser à récupérer les données, etc. C'est une des barrières réglementaires qui peut faire obstacle à ce type de démarche. Ouais. Et encore, on est en France, on est plutôt bien structuré. Quand vous allez en Allemagne, c'est encore pire à avoir les informations. Donc effectivement, nous on est très partants sur le jumeau numérique. En tout cas, c'est quelque chose que l'on suit de plus en plus. Parce que ça correspond à une gestion aussi qui est beaucoup plus importante du patrimoine en lui-même avec ses équipements. Il faut qu'on fasse durer les équipements plus longtemps, il faut qu'on les rende plus performants, il faut qu'on travaille sur le carbone embarqué aussi, comme vous le savez. Donc du coup, oui, on change un équipement, mais s'il vient de l'autre côté de la planète et qu'il a été construit en des conditions particulières, bah, du coup, en carbone embarqué, ça peut être une opération négative. Et ça, avec CRDS et autres, ça va être compliqué pour les investisseurs. Donc voilà, c'est la petite réflexion qu'on avait dans le cadre de la ICN, mais en tout cas, on voit qu'il y a des très belles expériences et des très belles choses qui se mettent en place au niveau du jumeau numérique ou du BIM ou du BOSS. Enfin, on ne sait pas trop faire des choses. Après, il y a un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, mais c'est dans toutes vos réflexions, j'en suis sûr, c'est toute la partie sécurité qui va autour. On commence à avoir J'ai eu la semaine dernière l'information d'un PM comme quoi un locataire avait hacké la GTB de l'immeuble. Il a tellement bien hacké qu'il l'a mis en l'air et donc il n'y a plus de chauffage dans l'immeuble. Donc déjà, avant de trouver qui était le coupable, on a mis un peu de temps. Mais voilà, donc ça, je crois que tu as une case cybersécurité quelque part dans le déroulé. Ouais. Il y a une case cybersécurité, mais effectivement qu'on n'a pas eu le temps de détailler. C'est important. Merci beaucoup Eric. Et écoutez, je ne sais pas s'il y a encore quelques commentaires, questions finales. Je crois qu'il y a une personne de Léonard qui voulait nous saluer également. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Merci Eric pour ton intervention qui recoupe bien des questions qu'on se pose, effectivement. Et une fois de plus, les moyens techniques qu'on met en face, c'est pas... voilà, il y a une grande palette de diversité de moyens techniques qui est possible et qui s'applique à différents types de besoins et de capacité d'investissement. Merci. Ravi de pouvoir vous voir aujourd'hui tous présents. Merci Karim pour l'invitation. Donc je me présente, je m'appelle Antoine Larousse, je travaille ici chez Léonard et je suis le responsable du programme SIDL, c'est le programme d'incubation de start-up du groupe Vinci. Notamment, Karim avec Arsenio a fait partie de ce programme. Donc on a pu aider justement à le mettre en contact avec des personnes référentes du BIM chez Vinci, justement pour pouvoir essayer de déployer son service et faire en sorte que ça prenne de plus en plus d'ampleur dans le groupe. Et on a même, on fait partie des membres d'Arsenio maintenant, donc on est vraiment fiers de cela. Puis voilà, vraiment ravi de pouvoir vous voir ici tous aujourd'hui et tout simplement de parler de ces sujets qui sont des sujets de fond, qui sont des sujets vraiment de transformation, qui font partie des éléments et des grosses interrogations qu'on se pose en tout cas chez Vinci. Même si, je l'ai entendu, il y a quelques freins, mais ces freins sont surmontables et l'on peut, avec méthode et avec transparence, pouvoir aller dans cette direction. En tout cas, c'est ce que l'on pense chez Léonard et chez Vinci. Et voilà, nous essayons, avec nos différents programmes start-up ou d'innovation, permettre d'aider à des personnes qui ont des projets internes ou externes, des solutions innovantes, à vraiment essayer de les déployer. Donc, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous si vous avez vraiment des solutions, des enjeux, des choses qui pourraient vraiment intéresser les opérationnels et les entités du groupe Vinci, justement pour, pouvoir vous mettre en contact avec ces personnes-là, et de deux, si vous êtes intéressés à intégrer nos programmes d'innovation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Eh bien, bonne journée à tous.